mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logement pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le Code de la mutualité. Allez, cette année on ne s'offre rien. De neuf. Parce que la vraie bonne idée cadeau, c'est le reconditionner. Sur Back Market, vous pouvez trouver des appareils de rêve à prix rêvé, comme le Air Fryer Ninja ou l'iPad Air M2, reconditionnés par des pros. Avec 1 an de garantie commerciale, 30 jours pour changer d'avis. Casse pour protéger ses enfants, les filles comme les garçons dès 11 ans. Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer. On refait le MacBook Pro M5, premier Mac équipé de la nouvelle puce M5. Apple frappe-t-elle vraiment un grand coup? Design inchangé, mais puissance en hausse, que vaut cette nouvelle génération? Face au MacBook Air M4, le M5 fait-il réellement mieux? Et face au MacBook Pro M4 Pro, mérite-t-il encore le titre Pro? Sans chargeur dans la boîte, sans Wi-Fi 7 ni OLED, Apple se montre-t-elle radine? Bref, faut-il craquer pour ce modèle ou miser sur un Mac reconditionné? Débat. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité en plateau cette semaine, il s'agit bien sûr de notre fantastique, l'extraordinaire Laurent Brantanas. Bonjour Laurent. Continue, vas-y, envoie, non je t'ai pas le couple. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là. Non, c'est ça où il se fâche parce qu'on ne le valorise pas. Non, c'est ça, dans certaines émissions tu me coupes la parole. Mais jamais. Voilà. Jamais. Allez voir, on refait la F1 et vous verrez, dès que j'ouvre la bouche, il me coupe. Mais non, en duplex, également l'exceptionnel, l'exceptionnel, le génialissime, le brillantissime Christophe De Graaf dans The Psy Corporation. Mr. De Graaf, ça va? Ça va super, et toi? Écoute, ça va. Nous faisons pas le pont, nous enregistrons le lundi 10 novembre et nous sommes tous au rendez-vous. Et puis en duplex également notre spécialiste des puces Apple Silicon, on va en parler beaucoup ce soir et notamment pour les batchs. Frédéric Crassa, salut Fred. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie que ça soit le 10 et pas le 11. Ben oui, c'est toujours un plaisir. Un salut particulier aux membres du Club ORLM, vous savez c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie, l'émission est accessible en avance, rien que pour vous, un minimum 24 heures en avance. Et vous êtes invité ici au village Baïséa à Paris à assister rue La Boissy aux coulisses des enregistrements, toutes les infos, et c'est pas piquer des verres toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code. Allez, un mot au sujet de notre sponsor, Ugreen. Arrêtez de payer trop cher pour le stockage avec le Ugreen NAS DH2300. Faites plutôt des économies. Le Ugreen NAS DH2300 est la solution de stockage simple et abordable pour sauvegarder vos photos, vidéos et fichiers en toute sécurité et sans aucun abonnement mensuel. Son petit boîtier élégant accueille 2 disques SATA pour une capacité allant jusqu'à 60 Tera. Associez votre smartphone instantanément avec le NFC et profitez d'un accès aux fichiers sur vos téléphones, ordinateurs portables et ce depuis n'importe quel endroit. Il se connecte même directement sur votre télé via une prise HDMI pour regarder vos films ou séries. Alors combien ça coûte? Le NAS nu sans disque dur est vendu au prix de 209,99 € sur Amazon. Mais profitez jusqu'au 19 novembre d'une remise de moins 10%, son tarif passant à 188,99 € seulement. Bref, le Ugreen NAS DH2300 est beaucoup plus économique qu'un abonnement iCloud. Si vous choisissez par exemple un forfait de 12 Tera, celui-ci est facturé 719,88 € par an, soit 2159,64 € pour 3 ans et 3599,4 € au bout de 5 ans, un tarif beaucoup plus élevé que le NAS de Ugreen affichant la même capacité. Si vous souhaitez en profiter, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou épinglé dans les commentaires. Vous pouvez aussi flasher ce QR code. Merci à Ugreen de soutenir ORLM. Allez, on va s'intéresser au premier chapitre de cette émission, savoir le design, l'écran et la connectique du MacBook Pro M5.
Surprise, le premier Mac équipé d'une puce M5 n'est pas un MacBook Air, mais bien un MacBook Pro d'entrée de gamme qui se positionne entre le MacBook Air M4 et le MacBook Pro M4 Pro, Laurent. Oui, tu as raison. Non, mais tu as raison, tu as raison. Et du coup, on a mis une puce M5 qu'on attendait pas là, mais bon, c'est une plutôt bonne nouvelle. Donc, la spécificité du MacBook Pro M5, c'est qu'il est. Il existe dans une seule version pour l'instant. Ouais. Il est uniquement en 14 pouces, alors que le reste de la gamme qui est en 14 et en 16, ben lui n'évolue pas. Tu vois, j'ai à demeure équipé des puces M4 Pro et M4 Max. Donc ça complique un petit peu la lecture de la gamme, dirons-nous. Ouais, la lisibilité de la gamme n'est pas un truc. Et surtout, il faudrait pas qu'on arrive à ce qu'on a avec l'iPad, où on sait plus, tu vois, selon tu vois, les demi-générations et tout. Bon, moi je pense que c'est juste une question de temps. Hein. Ouais. Je pense que c'est juste une question de logistique. Ça va dans les semaines à venir, ça va se rétablir. Ça. On peut penser, Christophe, étant donné que le MacBook Air, c'est vraiment le MacBook Air M4, c'est vraiment le best-seller en ce moment des ventes chez Apple. Hein. Pour valoriser un petit peu le MacBook Pro d'entrée de gamme, qui avait du mal à se vendre, on lui a réservé la puce M5. En gros, je pense la technique marketing de base d'Apple. Hein. Oui, c'est certain. Effectivement, Tim a toujours cette facilité à nous créer des échelles à l'achat des produits. Et clairement, il faut toujours une bonne raison de passer au produit suivant et encore au produit suivant et encore au produit suivant. Et particulièrement quand il s'agit effectivement, comme tu le dis, des produits qui se vendent le mieux. Donc bien entendu. Après, c'est vrai que juste pour réitérer sur ce que disait Laurent, c'est quand même un petit peu le bazar, même du côté Mac. En fait, il ne faut pas uniquement penser aux iPads, mais le M3 Ultra, le M4 Pro, le M5, etc. Franchement, si tu n'es quand même pas passionné du monde Apple, quand tu te trouves dans un Apple Store et que tu dois faire ton choix, j'espère que tu tombes sur des personnes qui vont bien t'expliquer. Alors, il faut beaucoup d'aspirine. Laurent, tu l'as à côté de toi. N'hésite pas à intervenir, hein, Fred, si tu veux réagir. Pas de changement en tout cas au niveau design. Non. C'est le même châssis que le premier MacBook Pro que tu as, que tu utilises Exactement. depuis, qui est devant toi. En fait, c'est le même châssis. Alors, ça me fait drôle parce que en préparant l'émission, Tu vas rappuyer sur le petit. Ouais, en le regardant donc tout à l'heure, je me disais mais en fait c'est exactement le même. Et j'avais envie de dire il a 10 ans, alors qu'en fait non, il n'a que 4 ans. Tu vois, c'est depuis 2021. Mais après pour moi c'est le meilleur form factor qu'ils aient jamais créé. Hein. Ouais. C'est celui qui est le plus efficace. Hein. Plat sur le dessus, légèrement. Un peu plus épais que le MacBook Air qu'on a vu à l'écran. Oui, tout à fait, mais arrondi sur les bords, très agréable en main. Franchement, c'est. Pas si vieux, octobre 2021, donc ça. Non, c'est 3 ans. ouais. Même boîtier, même encoche. Non, l'encoche dans l'écran, moi, me gêne un petit peu. Hein, on le voit exactement 4 ans. 4 ans. Tu dis 3, mais c'est exactement 4. L'encoche, elle est. En plus, là, c'est un écran nano texturé. Ah, c'est super parce que là, on voit vraiment qu'il n'y a, pas de reflet. Ouais. Et dans le nano texturé, du coup, tu vois bien le trou de la caméra. Alors, tu te dis, mais il n'y a vraiment rien autour, quoi. Tu vois, pourquoi ils n'ont pas mis un écran un peu plus grand, quoi. On en a souvent parlé, donc on va pas encore en débattre. Hein. Ouais, et puis donc 2 déclinaisons, argent ou noir sidéral. Toi, tu privilégies plutôt l'argent pour. Alors, si je peux donner un conseil, c'est toujours le même. C'est soit vous êtes ultra précautionneux, méticuleux. Non mais vraiment, voilà, soit vous êtes un peu sensible, pour reprendre une expression, à la Christophe de Grave. Voilà. Donc, et que vous faites vraiment très attention, tu vois, comment tu poses, comment tu l'ouvres. Si maintenant vous l'utilisez vraiment, alors il faut pas prendre cette couleur, il faut prendre la version mais vraiment de base, c'est-à-dire qui est la couleur de l'aluminium, parce que c'est la seule manière qu'à chaque fois que tu branches ta prise sur le côté ou sur le rebord, elle soit pas usée. Je vous raconte une anecdote. J'étais dans une entreprise où ils ont non pas celui-ci, mais ils ont le MacBook Air déjà bleu, je le répète parce qu'on parle de ce sujet. Et donc en fait le MacBook Air, la personne avait une bague. En fait le simple fait de porter à la main avec sa bague, il a complètement usé le bord et c'est très disgracieux. J'ai eu une pensée pour Christophe de Grave et je me suis dit son cœur sensible aurait souffert. Regarde, il est déjà je serais tombé dans les pommes, c'est le cas de le dire. Il serait déjà en PLS. Au niveau connectique, Christophe, toi aussi tu l'as reçu ce MacBook Pro M5. Oui. Il n'y a pas d'évolution, mais il y a une vraie différence en revanche par rapport au MacBook Air. Bien entendu, donc tu as 3 ports Thunderbolt 4. C'est du Thunderbolt 5 sur les versions M4 Pro.
évidemment. Les 4 ports Thunderbolt 5, je vais y arriver, donc un supplémentaire, sont réservés aux versions 16 pouces du MacBook Pro M4 Pro. Ouais. Tu as un port HDMI, tu as les lecteurs de cartes SDXC, je vais y arriver aussi, et puis le connecteur MagSafe évidemment qui est aimanté, qui permet l'alimentation électrique comme l'USB-C. Ouais. L'écran également, on le disait, là il est vraiment magnifique, hein. Si tu veux le rallumer, Laurent, il est vraiment superbe. À part à l'arrivée de la nanotexture il y a 1 ou 2 ans, il n'évolue pas non plus, hein. Ça reste un liquide Retina mini LED de 14,2 pouces. Il ne s'agit toujours pas d'avoir un écran, si la nanotexture fonctionne plutôt bien. Il n'y a toujours pas d'OLED qui est encore réservé au monde PC, on en parlera. Ni OLED ni tactile. Ouais, toujours cette encoche, donc on ne comprend pas très bien. Si tu veux peut-être réagir, Fred, on aurait pu penser que de mettre une encoche, Apple serait tenté de mettre le Face ID. Non, c'est toujours un bon vieux bouton de Touch ID. Oui, et puis ça fait longtemps parce qu'en fait quand même pas mal de temps Face ID, ils le mettent toujours pas. Alors on sait que c'est coûteux, on sait que le Face ID est coûteux puisque personne l'a fait, notamment dans le monde Android, et personne n'a d'équivalent. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre chaque année de se dire on va avoir Face ID, puis finalement le Touch ID marche relativement bien, donc je pense qu'on l'aura jamais. Apple n'a jamais sorti de machine hybride, hein, c'est-à-dire de machine avec les deux. Il n'y a aucun device qui a eu et le Face ID et le Touch ID. Non, mais au-delà de est-ce que ça aurait eu du sens en fait, Laurent ? Non, je dis juste que dans le monde Android, il y a des devices qui ont le pseudo Face ID, hein, qui est une aberration. Il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas qu'il existe, mais pour des gens qui ne connaissent pas la performance de Face ID, ils ont l'impression que ça fait le job. Et puis ils ont quand même le doigt sur l'écran, au milieu de l'écran ou à l'arrière sur le dos. Tu vois, il y a plein d'Android qui ont des doubles moyens d'authentification, en plus bien sûr du code PIN, hein, comme toujours. Apple n'a jamais sorti aucun device avec la double authentification. Olivier me dit oui, c'est une question d'épaisseur de l'écran et non pas de souffle. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense que tu pourrais te dire on élargit légèrement de, je sais pas, 0,1 mm le capot, quitte à mettre quelque chose dans l'écran, derrière l'écran. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des circuits où ils déportent une partie du circuit de l'autre côté. Pas d'écran OLED, on le disait. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, la plupart des PC haut de gamme ont un écran OLED qui offre quand même une permanence un peu meilleure. On a quand même un écran ProMotion, hein, qui permet d'un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, ça c'est appréciable. Mais c'est vrai que la dalle, la techno la dalle, c'est pas forcément la plus évoluée du moment, même si la calibration est toujours remarquable chez Apple. Je suis arrivé, Christophe. Oui. Outre la puce, bien sûr, M5, M4 sur le MacBook Air, l'écran c'est la principale différence si on hésite entre un MacBook Pro M5 et un MacBook Air aujourd'hui. Effectivement, comme tu l'as dit, en fait, pas de mini LED sur les écrans des MacBook Air, effectivement. Tu as un ancien écran Liquid Retina en 2560 x 1664 pixels pour la version 13 pouces et 2880 x 1864 pixels pour le 15 pouces. Une résolution inférieure au MacBook Pro M5 qui atteint lui de 15,3 pouces 3024 x 1964 pixels. Ouais, donc et effectivement, il n'y a pas de 120 Hz. Non, il n'y a pas de 120 Hz, mais tu vas avoir un 60 Hz. Toi, tu as fait le choix, Laurent, du MacBook Pro pour la connecter, parce que c'est un vrai élément de différenciation avec le MacBook Air. Oui, mais en fait, il y en a 4 sur la version 16. Ouais. Alors que sur le R, tu es réduit à un truc plus simple, appareil. Sachant que c'est une Thunderbolt 4 sur le MacBook Air, c'est une Thunderbolt 5 sur le R. Il n'y a pas de carte SD, lecteur de carte SD, tu n'as pas de sortie HDMI si tu fais des présentations. C'est potentiellement ce qui est le plus gênant, la sortie HDMI, parce que tu te rends compte que les gens, j'ai discuté avec des gens, parce que là j'étais dans une entreprise où ils sont équipés exclusivement en R. Oui, ça a vraiment un énorme succès. Et en fait, je leur pose la question, ils adorent la machine, ils te disent pas de bruit, hyper légère,
tu vois, ouais, quand tu l'as en main, tu fais la différence justement. C'est le MacBook Air, si je dis pas de bêtises, il fait 24 kg, celui que j'ai devant moi, fait 1,24 kg en 13 pouces, mais il est plus petit que le 14 pouces que tu as à côté de toi, n'hésite pas à allumer l'écran. Par contre, donc c'est quand même beaucoup, 300 grammes d'écart. C'est presque 20%. Ouais, c'est ce qui explique sans doute le succès aujourd'hui, outre le prix, parce que c'est vrai que le prix est beaucoup plus agressif, on le verra tout à l'heure. Tu connais un grand succès en magasin, en entreprise. Par contre, si tu vas du côté de la version 15 pouces du MacBook Air, donc qui est légèrement plus grande que le 14, du MacBook Pro M5, la différence de poids n'est pas si énorme. 1,55 kg versus 1,51 kg pour le MacBook Air. Tu t'appelles Fred. Non, c'est marrant, parce que mais il a raison. J'ai raison, et j'en avais un samedi matin entre les mains, celui de mon pote Cyril. Ouais. Et justement, on faisait cette comparaison. Pas forcément plus lourd, hein. Pas forcément plus léger. Hein. Non, mais par contre, il est beaucoup plus grand. Moi qui suis habitué à l'écran du 14. En fait, quand je l'ai pris à la main, il a le même poids. Tu vois, c'était vraiment la même. Mais par contre, l'écran est plus grand. Après, c'est un choix de design, un choix de finesse, j'imagine, Fred. Allez, cette année, on ne s'offre rien. Ouais, c'est un choix de design, mais je pense qu'il pourrait faire un peu mieux. Je trouve qu'Apple pourrait quand même alléger les châssis aluminium. Il pourrait essayer de trouver des technologies pour garder quand même ce côté premium alu. Mais je trouve que ça fait quand même pas mal d'années qu'on a des châssis quand même qui sont relativement lourds par rapport à ce que les concurrents peuvent faire avec des alliages magnésium, etc., qui ont aussi de la robustesse. Mais peut-être que Apple est un petit peu trop prudent sur certaines gammes. Peut-être que le R pourrait être encore plus léger, je trouve. Hein. Alors, l'aluminium, on n'a pas parlé de la finesse. 1,13 cm pour le MacBook Air que j'ai là, 1,55 cm pour le MacBook Pro à côté de Laurent. 4 mm d'écart, c'est appréciable, croyez-moi. Mais Christa aussi, Apple a choisi un design aussi fin que le MacBook Air. C'est aussi et l'aluminium, c'est pour une question de refroidissement, sachant qu'il n'y a pas de ventilateur sur le MacBook Air, ce qui n'est pas le cas du MacBook Pro. Oui, effectivement, donc du côté du MacBook Air, comme tu le dis, comme tu le stipules, tu ne vas pas avoir de ventilateur, donc il ne va pas y avoir en fait d'équipation thermique mécanique, mais par contre tu vas en avoir du côté du MacBook Pro, ce qui permet au MacBook Pro évidemment de tenir la charge au niveau processeur, etc., de faire en sorte de refroidir ses composants un petit peu plus longtemps en fait que va le permettre le MacBook Air. Et puis très honnêtement en fait, le nouveau MacBook Pro là, M5, tu l'entends jamais en fait. Tu entends jamais en fait quoi que ce soit se déclencher. Donc c'est plutôt, et ça a été le cas en fait sur les générations M4 également. Donc c'est plutôt performant et ça fonctionne plutôt bien. Et pour rebondir un peu sur ce qui était dit, sur la taille et également sur le poids, je me suis rendu compte la semaine passée, en fait, il y a un client qui m'en a parlé. Donc en fait, on avait l'opportunité d'avoir 4 MacBook Air 15 pouces à moindre prix, tout simplement parce qu'ils étaient sur le refurb de Apple. Et en fait, mon client a s'est drôlement creusé la tête. En fait, il a été interroger ses différents collaborateurs parce que passer du 13 au 15, il n'était pas sûr et certain en fait que les gens allaient apprécier parce que c'était un petit peu plus lourd dans le sac, c'était un petit peu plus difficile à. Donc c'est vraiment un sujet quoi. J'aurais jamais cru ça. Ok. Et puis Laurent, pour conclure, la principale différence aussi au moment de l'achat entre le MacBook Air M4 et le MacBook Pro M5, c'est que lorsqu'on ouvre la boîte, dans le MacBook Pro, ça fait beaucoup polémique ces derniers jours, ces dernières semaines, il est dépourvu d'une alimentation électrique. Regarde, il est très fin la boîte, c'est normal, il n'y a pas d'alimentation électrique. Alors, moi je vais te dire, je vais donner mon point de vue, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Moi j'ai ouvert un tiroir et j'ai plein d'alimes, plein d'alimes en USB-C. J'ai déjà plein d'alimes en USB-C d'ordi, que j'utilise pas ou peu ou pro. Et peu ou pas du tout, et pour une raison simple, c'est que tu te rends compte que à la maison tu les branches sur l'écran, donc du coup tu n'as pas la prise. Dans le sac j'en ai un qui est un chargeur qui est ultra portable, et en fait tu te dis mais c'est peut-être la meilleure des nouvelles que Apple ait fait ça, parce que tu peux enfin t'acheter, aujourd'hui il y a des chargeurs, enfin
je vais le montrer, hein, mais c'est le tien. Ouais. C'est sans vouloir. Regardez la taille. Il tient dans ma main. Ça vous avez du Ugreen, notre Ouais, partenaire. et c'est un 65 watts et il a 2 ports USB-C et un port USB-A. Aujourd'hui, il y a même plus petit que ça. C'est bien moins cher que le modèle Eh oui, Apple, je vous en parlais c'est beaucoup moins cher. Donc, ce que je veux dire, c'est peut-être une des meilleures, c'est une des grandes chances de la part des grandes chances que ce qu'a fait Apple, de ne pas mettre son chargeur qui était gros et lourd et encombrant, et pour que ça permette à des gens d'aller justement prendre un. Alors on voit la taille du modèle d'Apple qui est beaucoup plus volumineux hein, et qui est beaucoup plus cher puisqu'il faut compter à environ 65 € pour le modèle 70 watts, donc l'équivalent du Ugreen comme vous avez vu, on vous a montré à l'instant qui est en gros 2 fois moins cher. Et si vous voulez le gros modèle 90 watts pour charger plus vite et pour charger même jusqu'à un MacBook Pro, voilà, voilà la jolie batterie. Pour charger par exemple un MacBook Pro 16 pouces, il coûte 85 € au chargeur ou vous proposez une charge rapide, donc c'est très cher. Il n'empêche que Christophe, Apple a baissé ses prix d'une centaine d'euros et justifie de manière claire cette annonce par rapport à la réglementation européenne. Oui, effectivement, ce que Apple essaye de faire, c'est d'anticiper finalement une réglementation européenne qui, de toute façon, à un moment donné, aurait demandé à Apple de s'aligner par rapport au fait de ne plus fournir ces adaptateurs USB-C pour recharger ces Mac. Et donc, en fait, finalement, moi, je pense que tout le monde y gagne. Ça ouvre la porte aux accessoiristes, comme notre partenaire de cette soirée, par exemple. Et très franchement, je pense que c'est une vraie bonne idée en fait. J'ai été très heureux d'entendre Laurent dire j'ai ouvert un tiroir et j'en ai plein dans mon tiroir. Franchement, des gens se plaignent par rapport à ça, mais je trouve ça trop cool en fait, trop bien d'avoir le choix de pouvoir choisir l'option ou pas en fait en dehors du Mac en lui-même. Fred, de ton côté, ton sentiment, on n'est pas toujours aussi bien équipé que Laurent et Christophe hein, dans la vie. Alors on l'est pas, mais je pense qu'on est de plus en plus. Contextualisé. Ouais, on est quand même de plus en plus. Moi, tu vois, j'ai pris le Ugreen en termes de batterie qui fait 20 000, qui balance du 100 watts. Hein, ça recharge quand même assez fort, un MacBook Pro. Mais finalement, je m'en sers pour plein d'autres accessoires qui sont en USB-C. Là, pour le coup, c'est vrai que l'USB-C est un fédérateur d'une norme industrielle, mais ça marche surtout et quelque part, ça devient un truc familial. Qui quelque part sert aux enfants, sert quand on est dans la voiture, quand on n'a pas de jus, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de plus-value d'Apple avec ses chargeurs. Là je l'ai sorti, je l'utilise plus. Vous savez le gros chargeur voilà, blanc, c'est livré avec mon MacBook Pro. C'est lourd, ça n'a pas la forme, il n'y a qu'un port. Finalement, l'écosystème Apple y gagne. Alors, vous êtes nombreux à nous demander quel chargeur alternatif, parce que au moment d'acheter votre MacBook Pro, vous ne voulez pas forcément utiliser celui d'Apple. On vous a sélectionné différents modèles de notre partenaire Ugreen, comptez à peu près moins de 35 € seulement pour le Nexus Travel 65 watts. C'est à peu près, voilà, vous l'avez à l'écran. Si vous voulez un modèle un peu plus puissant, 100 watts, hein, pour une charge un peu plus rapide, comptez 55,49 €. Pour un modèle GAN très compact avec 4 ports, donc on est loin du modèle d'Apple avec un seul port. Hein. Et puis vous avez des modèles qui vont même jusqu'à 140 watts, qui permet en plus, grâce aux multiples ports USB-C, de charger par exemple plus de votre Mac, votre iPhone ou votre iPad en parallèle. Donc on trouve bien moins cher et c'est plutôt quali du côté de nos partenaires. Ugreen reste à présent à comparer les performances de ce nouveau MacBook Pro M5 par rapport au MacBook Pro M4 Pro et par rapport au MacBook Air. Est-ce que la puce M5 tient ses promesses? Est-ce qu'elle est vraiment plus puissante? On en parle avec Fred Crassage, excuse-moi Fred, dans un instant. Et d'abord, place au Buzomètre. Buzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus pesé du côté de la planète Apple et du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier qui est débordé, c'est Laurent. On a le plaisir de retrouver cette semaine. Ça va? J'ai mis les formes? Ouais, vas-y. Platez-moi mon mot, là, ça platez-moi. Bon, alors, Buzomètre de la semaine. Alors, on commence par une news Google qui pique. Alors, moi, je crois pas qu'elle pique. Donc, la news, c'est que Apple, ça a fuité, que, en fait, Apple va annoncer, devrait annoncer l'utilisation de modèles
Google, donc en fait c'est des modèles d'IA Gemini, ça sera certainement une version Appleisée, hein. Il y a une forte probabilité, avec 1200 milliards de paramètres, donc ça sera une très très grosse... Et à la place de quoi? De Siri? Ça sera le modèle d'IA effectivement qui sera appelé, mais certainement il va y avoir à un moment donné un aiguillage, donc on pense que c'est pour Siri, ça peut être n'importe où ailleurs. Hein, si on lit sa newsletter, ce serait en gros une manière de remplacer Siri purement et simplement. Oui, tout à fait. Ça serait toujours Siri, mais derrière serait le moteur. Oui, on appellerait Siri, mais ce qui est derrière appelé comme moteur. Donc il y a deux lectures de l'histoire. Il y a ceux qui disent mais c'est un énorme sentiment d'échec de la part d'Apple, c'est montrer qu'Apple n'a pas réussi à le faire. D'un autre côté, c'est aussi une façon hyper pragmatique de se dire, tu vois, ça leur coûte pas très très cher de le faire. Ça va coûter cher, ça coûte 1 milliard. Ouais, mais 1 milliard, ils prennent 10 milliards sur la recherche, tu vois ce que je veux dire, de l'autre côté, Google leur donne. Tous les ans. Hein. Mais t'imagines ce que c'est Apple? Non mais tu vois ce que... Je connais à peine cette entreprise. Donc tu vois, non. Et je pense qu'ils achètent du temps. En fait, je pense qu'ils achètent du temps. Ils achètent provisoire. Ouais, moi je pense qu'ils achètent du temps. Ils achètent de la... Tu sais, j'ai fait beaucoup d'audits IA là sur les mois passés dans des entreprises, des grandes entreprises d'usage. Hein. Donc en fait, les usages, y compris en entreprise, hein, y compris dans des entreprises technologiques, hein, tu vois, on en est mais au tout début, quoi. J'ai pas trouvé. Quand tu vois les gens qui se classent en haut, j'ai un modèle avec une pyramide. Quand tu vois les gens qui se classent en haut, les usages ils sont très 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 légers. C'est pas normal. Hein. On devrait très très étonnant. Donc je me dis, tout le monde, ça m'a un peu rassuré sur cette approche. Moi je pense que c'est une approche pragmatique. De toute façon, certainement ils n'ont pas le choix. Donc du coup, on verra. Hein. Mark Gurman a bien, depuis 3 semaines là, tous les dimanches là, il bombarde, c'est la mitraillette des annonces. Donc on en a pris une qui est la plus grosse, mais il y en a plein d'autres. Hein. Alors Fred, Christophe, qu'est-ce que vous pensez de ce Made by Google? Est-ce que vous êtes aligné sur le sentiment de Laurent à l'instant? Moi je suis aligné dans le sens, le constat d'échec entre guillemets, il est là, hein, de toute façon, voilà, ils n'ont pas réussi à le faire, tout le monde est d'accord. Donc comment on sort par le haut, hein, c'est souvent l'expression, avec un partenariat, il vaut mieux un bon partenaire qu'un mauvais produit interne, on dit souvent dans l'industrie. Donc s'il doit faire appel à Gemini, tant mieux. Ils avaient fait ça pour Map ou pour d'autres solutions, d'autres applications. Donc moi ça me dérange pas, mais il faut vraiment qu'ils acquièrent de l'expérience et qu'ils nous proposent des choses quand même dès 2026. Donc pour toi ce serait provisoire, ce serait une transition, on est bien d'accord? Oui. Christophe? Oui, mais moi je trouve ça une excellente idée. Si j'avais été à leur place, sans doute que c'est ce que j'aurais architecturé, tu vois, de se dire que tu peux utiliser un LLM qui est la propriété de quelqu'un d'autre, un modèle qui est la propriété de quelqu'un d'autre. C'est pas déconnant. Tu pourrais utiliser un Mistral demain, tu pourrais utiliser un Gemini aujourd'hui, effectivement, et finalement rendre tout de suite Siri très intéressante, surtout qu'en plus le modèle va être entraîné pour eux, hein, par rapport à ce qu'ils doivent faire. Et finalement, par rapport à la confidentialité des données, on l'a pas souligné, mais oui. C'est un peu important. Oui, c'est ça, mais attention en fait que le LLM, le modèle, ça n'est qu'une toute petite brique dans une infrastructure d'intelligence artificielle. Donc derrière, pour la confidentialité des données, tu vas pouvoir ajouter un LLM qui est spécialisé là-dedans et qui est peut-être pas celui de Gemini. Tu vas pouvoir contrôler le prompt et voir ce qui sort et ce qui rentre. Tu vas pouvoir permettre en fait de venir déposer de la documentation, d'aller voir sur le web, etc. en fait, et de nourrir ta propre entité de Siri. Et ça, c'est pas forcément, tu vois, Google qui va donner toutes ces briques. Donc moi je trouve ça vraiment génial. Aujourd'hui en fait ça ressemble très fort à ce que tu fais pour un Mac, tu vois. C'est pas parce que tu as un écran LG ou Samsung que pour autant c'est pas un produit Apple. Et ben ici ce sera pareil, en fait tu pourras avoir tout simplement un modèle qui appartient à Google, mais tout le reste, en fait toutes les autres briques, ce sera l'architecture de Apple finalement. On enchaîne avec des rumeurs autour d'un nouveau MacBook low cost. Écoute, en fait on se rend compte que dans la gamme Apple, il y a pas mal de puces qui sont relativement puissantes et qui pourraient potentiellement motoriser autre chose qu'un iPhone, pour prendre l'exemple. Donc en fait, l'idée serait peut-être d'arriver avec une puce d'iPhone dans un MacBook, ce qui pourrait aussi nous permettre enfin d'avoir un MacBook connecté, hein, avec la
en permanence, hein, par exemple, et surtout aux États-Unis où c'est en eSIM, donc du coup, c'est-à-dire que tu aurais ton MacBook, tu récupères ton MacBook. Ça serait l'année 2026, elle est prévue pour être, on va dire, explosive chez Apple, en dehors de peut-être le départ de Tim Cook, on ne sait pas encore, mais on sent ça bruisse un peu. Mais par contre, on sait qu'en termes de produits, rappelle-toi, hein, on avait annoncé il y a quelques semaines déjà le fait qu'il y avait une liste de références produits qui avait fuité, et ça donnait le fait qu'il y avait peut-être jusqu'à 20 à 30 machines qui pourraient sortir. Alors attention, hein, tu vois, est-ce que c'est des références, donc du coup ça veut dire qu'un MacBook 14 et un MacBook 16, c'est deux références. Mais ça veut dire malgré tout qu'il faut quand même aller les mettre, ces 30 machines. Donc ouais, ça serait peut-être une surprise, une nouvelle machine surprise. Comme une sorte de Mac, de retour, de revival du MacBook 12 pouces, souvenez-vous, encore plus fin que le MacBook Air, équipé d'un seul port USB-C, en espérant qu'il y en aura un peu plus cette fois-ci. Ouais. En avril, ce sont les 50 ans d'Apple. Hein. Donc peut-être qu'il y a aussi une volonté d'arriver avec un peu de surprise pour les 50 ans d'Apple. Alors ça va être justement la question d'abord à Fred. Est-ce que effectivement tu confirmes une puce d'iPhone, une puce même d'ancienne génération est suffisamment puissante pour faire un Mac d'entrée de gamme? Donc on pourrait surtout espérer un Mac à autour des 600-700 dollars, hein, ce qui serait jamais vu depuis très longtemps chez Apple. Oui, alors déjà, la dernière puce qui équipe les iPhone 17 Pro, elle est pratiquement plus rapide qu'un M1, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est un peu cher. Alors, oui. Après, on gagne pas beaucoup d'argent. Une puce, c'est quelques dizaines de dollars, donc entre 50 et 70 dollars, vous voyez. Donc ça a un coût important quand même, mais ça serait limité en mémoire, etc. Mais s'il faisait effectivement un Mac plus petit, plus léger, peut-être pas avec l'alu tel qu'on le connaît, c'est-à-dire réinventer, être un petit peu créatif, ça serait génial, parce que je pense qu'il y a une demande. Il faut qu'Apple soit beaucoup plus agressif, notamment sur le marché des PME, des TPE qui sont massivement Windows et qui vont rencontrer, vous savez, le problème d'obsolescence de Windows 10 ou 11. Je ne sais plus où ils en sont. L'autre truc là où ils pourraient vraiment faire fort, mais ils ne le feront pas malheureusement, et vous le savez, c'est si l'iPhone pouvait devenir un Mac, entre guillemets, un système où on branche en USB sur écran, clavier, comme pour avoir un peu, voilà, comme un Samsung, mais à part qu'Apple a des moyens beaucoup plus considérables de le faire, et il ne le fait pas, il se l'autorise pas parce qu'il a peur de prendre une partie des 60 milliards consacrés par an, consacrés au Mac et à l'iPad, mais il se dit je pourrais perdre peut-être 30 milliards par an si vraiment les gens utilisaient leur iPhone comme un Mac. Mais par contre, il gagnerait combien? C'est ça qui me dérange un petit peu. On dit souvent il protège la rente, mais je pense que entre ce Mac low cost et potentiellement avec ses puces un iPhone qui pourrait devenir un ordinateur voilà, qu'on pourrait connecter, il pourrait vraiment renouveler ce qu'on appelle le futur de l'informatique, parce que ça ne sera pas le Vision Pro. Ça sera pas le Vision Pro qui sera le futur de l'informatique, ça sera peut-être ce genre de machine très légère, pas chère pour les étudiants. Le MacBook Air est, je trouve, encore un petit peu trop cher pour certaines populations, etc. C'est un petit peu dommage. Christophe, brièvement, pourquoi maintenant, alors qu'on attend en désespéré de voir Apple être un peu plus agressif sur les prix, pourquoi maintenant? C'est quoi là, justement là, un moment charnière où beaucoup d'ordinateurs sous Windows vont devenir obsolètes? Pourquoi maintenant? Oui, ben tout simplement, je pense parce que au niveau des processeurs, tu vois, qui sont embarqués dans les iPhones, on en arrive à une puissance telle que aujourd'hui, ça pourrait faire tourner ton macOS et les applications qui sont à l'intérieur. Puis très certainement que ce serait l'avenir idéal pour le MacBook Air, parce que du coup, tu as la finesse du MacBook Air, sa légèreté et en plus de ça, toute la connectivité en fait d'un smartphone Apple, comme on le citait il y a quelques secondes. Et alors, on peut aussi s'interroger sur le fait qu'ils ont présenté le M5 sur du MacBook Pro et pas sur le MacBook Air. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer en fait au niveau du MacBook Air, tu vois? On pourrait rêver et puis se laisser dire que peut-être que demain, en fait, il y aurait un MacBook Air effectivement avec cette puce de smartphone. On enchaîne avec des rumeurs autour de l'iPhone Air. L'iPhone Air est un téléphone qui plaît. Il y a des gens qui le trouvent bien, mais il a un reproche majeur qui lui est fait, au-delà de la batterie. Le deuxième reproche qui lui est fait, c'est le seul objectif qui est derrière.
Et donc en fait, dans les cartons, il y aurait en préparation, on va dire un correctif, mais une amélioration de cette version qui serait l'iPhone R2 et qui aurait 2 objectifs et qui compenserait donc un grand angle qui permettrait de compenser ce qui manque à ce téléphone, parce que c'est vrai que tu te rends compte qu'on s'est quand même habitué à avoir des belles photos prises, tu vois, avec nos téléphones, et c'est quelque chose qui était manquant, tu vois. Du coup, ouais, il est ultra léger, mais en même temps il prend pas des super belles photos, tu vois. Tu n'as pas autant de souplesse que ce que tu as avec un iPhone normal ou un iPhone Pro. Donc en fait, ça sera peut-être la meilleure correction, amélioration qui sera apportée. Et a priori, il y aurait donc une suite à l'iPhone Air, bien que parfois les rumeurs disent le contraire. On parle de Starlink. Ouais, alors tu sais que les téléphones depuis l'iPhone 14 peuvent se connecter au satellite, ok, dans des situations dites d'urgence. Et en fait, Apple a noué d'autres partenariats. Globalstar. Globalstar, on est vraiment dans un cas d'urgence, tu vois. Ils ont envoyé des SMS maintenant aussi. Oui, et donc ils ont mais du coup ils se sont posé la question, est-ce que de quoi on a besoin pour aller plus loin? Et donc en fait ils sont en train de nouer toute une série de partenariats, dont avec Starlink. Alors c'est marrant parce que tu sais qu'il y a l'entente entre Elon Musk et excusez-moi, Tim Cook n'est pas toujours des meilleurs, mais bon, business is business, et donc en fait il y aurait possiblement on pourrait voir arriver une connexion au satellite Starlink qui permettrait de donner un accès bien plus élaboré au téléphone. Et du coup l'annonce de la semaine, ce serait qu'il irait encore plus loin, et cette fois-ci on pourrait même se connecter avec son Apple Watch, Apple Watch. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait il donnerait aussi, ils étendraient ses capacités de connexion à d'autres terminaux, dont l'Apple Watch. Et on termine par alors c'est imprononçable, HI2A. Qu'est-ce donc 2A, cher à la meilleure des régions, on déplace à Laurent Pantanage. Donc ça veut dire un trou dans la zone active. C'est un peu le concept d'Ajaccio, tu vois. C'est un espèce de trou dans la zone active. Ça va bien. C'est une critique de Bastier, mais vous savez qu'ils sont tellement jaloux de nous, les Ajacciens. Et donc, les Ajacciens sont tellement prétentieux. Vous arrêtez avec vos blagues de Corse, là. Donc, l'idée, c'est une technique qui permet en fait de découper une partie de l'écran LCD pour faire passer à travers, donc en fait, par exemple, une optique, hein, et donc ça serait une des façons de réduire la taille de la Dynamic Island à Face ID. Entre autres Face ID, mais pas seulement Face ID, la caméra, tout ce qui va ensemble. Merci beaucoup Laurent. Juste un petit mot avec Fred, j'y suis arrivé. On a vu également fleurir des annonces autour de l'arrivée des premiers produits d'Apple, produits aux États-Unis. On pense à un serveur notamment. Ce serait le premier serveur Apple Silicon, je cite, qui serait construit pour Apple Intelligence. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est vrai qu'il y a une communication de Tim Cook officielle sur Twitter et puis aussi sur le site web qui annonçait que le site de Houston, leur facility, leur usine de Houston allait expédier les premiers serveurs Apple Silicon dédiés à l'IA. Alors en cherchant un petit peu, j'ai regardé, parce qu'ils ont montré quelques photos du serveur. C'est un serveur 2U, très fin, pour un serveur IA. En principe, c'est du 4, c'est-à-dire la hauteur est plutôt fine. Et ça on voit 8 modules. Oui. Ça. Ouais, ça chauffe, et puis souvent les cartes graphiques, mais c'est souvent du Nvidia. Les cartes graphiques sont très grosses et très hautes. Alors Apple n'a pas ces inconvénients-là parce qu'ils maîtrisent quand même s'ils sont moins puissants, ils ont la performance par watt qu'on connaît avec Apple Silicon. Mais on voit bien les 8 modules, on voit bien les alimentations, les ventilations. Il y a une configuration comme ça qui est montrée en photo. On voit pas la partie réseau, donc on voit pas sur quoi c'est connecté. Bon, sûrement de la fibre à très haut débit. Mais effectivement, moi j'ai cherché. En fait, c'est pas une usine Apple. Apple n'a pas d'usine. C'est une usine Foxconn. C'est la filiale américaine de Foxconn qui produit dans cette usine ces serveurs-là. Je suppose que donc c'est pour le cloud, vous savez, qu'on appelle Private Cloud Compute, hein, PCC. Donc c'est le data center qui va héberger les gros modèles, notamment ceux de Google dont on parlait. Et je suppose que ces serveurs ont commencé à être créés à l'étranger.
assemblés sûrement en Chine ou ailleurs, mais là c'est vraiment des serveurs pour les data centers américains. Foxconn a investi massivement à Houston, et puis ils vont commencer à livrer leurs serveurs pour Apple Intelligence de 2026. Ouais, il ne faut pas oublier effectivement que pour pouvoir répondre à ChatGPT et pouvoir répondre à Gemini, il faut aussi une infrastructure, ce que n'avait pas forcément Apple. Merci Fred, merci Christophe, merci Laurence. C'est la fin de ce busomètre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau busomètre justement. Allez, retour sur le MacBook Pro M5 Rivalisti là, avec les versions M4 Pro des MacBook Pro, ou est-il un simple MacBook Air bodybuildé? On en parle dans un instant avec Fred. Alors, faut-il choisir un M5 ou des registres de performance, ou plutôt un MacBook Air M4, ou plutôt un MacBook Pro M4 Pro? On va essayer d'y répondre. Mais avant de dévoiler les badges que nous a préparé Didier et Fred, retour sur cette nouvelle génération de puces. Qu'apporte-t-elle de plus par rapport à la puce M4 et que reste-t-il justement aux puces M4? Allez, cette année on ne s'offre rien, de neuf. Parce que la vraie bonne idée cadeau, c'est le reconditionné. Sur Back Market, vous pouvez trouver des appareils de rêve à prix rêvé, comme les AirPods 2 ou la PlayStation 5, reconditionnés par des pros. Avec 1 an de garantie commerciale, 30 jours pour changer d'avis et des prix moins chers que le neuf. Cette année pour Noël, vous êtes sûr de viser juste avec Back Market. À ce prix-là, ils suivront un master rémunéré pendant 2 ans. Quelle génération effectivement qui est en grande partie qui est améliorée. Alors cette puce effectivement, comme vous le savez, elle est gravée avec la 3e génération de TSMC en 3 nanomètres. Donc on reste sur une configuration 10 cœurs CPU, mais avec quand même un gain, vous le verrez, qui est amélioré. Ce qu'on remarque, c'est que c'est une puce qui a été vraiment conçue pour améliorer tout ce qui est IA et GPU, graphisme. Donc on a une nouvelle génération effectivement qui est en grande partie